Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avanti-Nice. La reprise après les vacances pour notre émission, victoire pour l'OGC Nice face à Reims, que des bonnes nouvelles, on a envie de dire dans ce Money Time. L'OGC Nice reste bien accroché dans la course à l'Europe, on va vivre une fin de championnat palpitante peut-être, stressante aussi, en sachant quel avenir européen nous attend, mais bon, au moins ce sera a priori l'Europe. On va parler de tout ça, on va parler un peu aussi de tout ce qui s'est passé en dehors du terrain, entre les blessures, les rumeurs de rachat, pas mal de choses à dire dans une émission qui sera peut-être un peu fourre-tout, mais c'est la fin de la saison, il n'y a pas franchement grand-chose à dire non plus sur le contenu et sur le fond de jeu, même si ça sera l'objet d'un débat avec mon invité du jour, enfin mon invité, c'est bien te manquer de respect Jérémy. Salut Jérémy, mon partenaire du jour peut-être, je sais pas si c'est mieux. Salut Sky, salut à tous. Oui, ça fait 17 émissions cette année, je crois, sur 18 pour moi, donc c'est pas mal. Je suis assez content d'avoir pu être assez régulier, même si là, les dernières semaines, c'est un peu plus compliqué pour moi avec les vacances. Mais Ouais, plains-toi, hein. ouais, ravi, ouais, ravi d'être là et de pouvoir débriefer cette courte victoire avec toi. Bon, la Grèce, c'était bien. Est-ce que tu as croisé ta sauce Ouais. Gomis? Voilà, la blague était obligée. Voilà. Ah ouais, c'était top. J'ai pu voir marquer Nikaya partout, donc ouais, c'était sympa, très Voilà, sympa. même si on sait que tu es plutôt de la team Antipolis, tu fais partie de Ouais, ces gens-là. team anti-police. Voilà, bon, écoute, on ira se faire un derby Nikaya Antipolis là-bas, peut-être à l'occasion. Mais bon, on va pas relancer ce débat. Déjà qu'on a fait les débats Pizza et Jet 27 la dernière fois. Avec Elric, ouais. Voilà, bon, d'ailleurs, Alric m'a encore soutenu hier. Non, mais tu as déformé mes propos. Donc voilà, le débat risque de se prolonger à travers les Oui, dernières émissions de la saison. Mais arrêtez de Jet 27, prenez du dentifrice plutôt, quoi. Bref, c'est pas le sujet. Jérémy, donc on était chacun notre tour en vacances. Je suis sûr que nos auditeurs, nos auditrices sont ravis, mais n'en ont rien à foutre. Donc excusez-nous pour l'absence d'émission face à Paris, mais c'était un peu compliqué de manière logistique. Et puis bon, naïvement, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on aura à dire de toute façon là-dessus? Bon, voilà, victoire 3-1 au parc, donc peut-être qu'on arrête de regarder les matchs, ça serait peut-être plus profitable au gym, mais alors on va pas faire une double émission avec analyse de cette rencontre-là, mais pour dire quelques mots, Jérémy, sur cette victoire, finalement c'est une victoire essentielle qui rattrape, même si ça ne rattrapera pas tous les points perdus en cours de route face à des petites équipes, mais déjà ça annule certaines défaites qui n'auraient pas dû avoir lieu. Au hasard, Nantes, par exemple, si on doit prendre ces dernières semaines. Et c'est ce qui, aujourd'hui, on en parlera dans la fin de l'émission, vu le rythme effréné de la course à l'Europe, c'est une victoire inattendue, inespérée, qui nous maintient en vie, en réalité, dans ces échéances de fin de saison. Ouais, totalement, ça permet de rattraper, on va dire, ouais, un des matchs où on s'est un peu planté les dernières semaines. Après, ce qui était intéressant sur ce match-là, c'était, déjà, oui, effectivement, le résultat. Moi, c'est vrai que je m'y attendais pas trop dans le sens où quand j'ai vu la compo de Paris qui met l'équipe type, bon, je me suis dit: «Ouh là là», moi j'espérais qu'ils fassent un peu tourner avant la Ligue des Champions, ça a pas été le cas. Ils ont préféré, faire tourner, contre Strasbourg, mais on en reparlera. Mais bon, voilà, contre nous, c'était l'équipe type et ils ont quand même bien joué aussi, hein. On va pas dire qu'ils ont joué à 20%, hein. Ils ont bien joué tout le match. Donc ça a été une grosse performance de l'équipe. Il y a une adaptation tactique sur ce match-là de Francaise. Enfin, moi, c'est ce que je pensais être une adaptation tactique que pour ce match, mais au final, non. Mais c'est vrai que ça a plutôt bien fonctionné. On a eu un Morgan Sanson qui déjà faisait de très bonnes entrées les dernières Mmh. semaines, qui là nous a fait un super match avec 2 buts, dont un magnifique quand même. Il fallait le mettre celui-là. Après, ouais, c'est un match où en fait il fallait qu'on ait plusieurs choses qui se passent. C'était déjà que nous, dans l'ensemble, on fasse un très bon match. Il fallait qu'on Une ait de la réussite réussite, maximale, voilà. Il fallait avoir contrairement à la toutes réussite les dans toutes les autres les semaines. surfaces et un grand Marcin Bulka, et on a eu les Ouais. 3. Donc du coup, c'est passé. Après voilà, tant mieux, ça nous a un peu remis dans la course, parce qu'on était légèrement décrochés, on va dire. Ça nous a remis dans la course, au moins pour l'Europa League, quoi. Donc ça, c'est très bien. Ça nous permet d'avoir une fin de saison un peu plus positive. Après bon, malheureusement, il y a eu il y a eu la blessure de Mohamed Abdelmomen. Vraiment, c'est dommage parce qu'en plus, il fait un super match encore une fois. Il commence à enchaîner 2-3 Et ouais, performances très vraiment, intéressantes. ouais. Mmh. Je suis vraiment super déçu pour lui parce que c'est un joueur en plus que j'ai toujours bien défendu dans l'émission et tout, que je trouve vraiment de plus en plus à l'aise, qui a l'air d'être un très gros bosseur. Donc ça fait vraiment, c'est vraiment hyper dommage pour lui, et tout mon soutien à lui et aussi à Youssouf qui faisait une très bonne fin de saison. Donc c'est vraiment super dommage, vraiment très déçu pour eux deux, et j'espère que ça va aller du mieux possible. Donc voilà, après c'est sûr que ça nous a mis cette victoire, ça nous a remis un peu dans le bon wagon au classement, surtout dans les têtes aussi. Je pense que ça fait beaucoup de bien.
Donc voilà, c'était essentiel de faire un résultat, surtout que bon, tous nos concurrents, ils font que gagner là. Donc à part Monaco, Havre, contre qui ont fait un partout, bah, Ouais, mais tout ils le sont monde en avait crise. gagné quoi. Donc ouais, mais ils sont toujours en crise. Ils sont en crise deuxième, Mais mais ils bon, sont en voilà, crise. ils ne méritent que la Conference League Ouais, voilà, n'est-ce d'après pas? certains. Mais bon, voilà, en tout cas, c'était essentiel. Et ça a fait plaisir, surtout, je pense, aux têtes, en tout cas. Ça a Et fait du tout. bien au moral, c'est une petite victoire de prestige, voilà. Après réussite maximale, enfin, réussite qu'on est allé chercher, hein, mais si tu regardes les expected goals et le nombre d'arrêts de Marcin Bulka, le score aurait pu être, ça aurait pu être 5-3 très clairement, pour Paris. Il y aurait pas eu de scandale, mais ça vaut pour, tous les autres matchs où malheureusement la réussite nous a fui. Donc ça n'excuse pas certains résultats et certaines sorties récentes de l'OGC Nice, mais comme on le disait, comptablement au moins, c'était peut-être pas attendu et ça nous permet de nous bien nous replacer au classement et d'espérer, en tout cas d'avoir notre destin entre nos mains sur les 3 dernières rencontres, donc celle de Reims dont on va parler dans quelques instants et les deux à venir. Tu as mentionné les blessures de nos 2, on va dire défenseurs centraux, hein, avec, Youssouf qui a quand même été davantage aligné à ce poste-là par, Francaise, donc Mohamed Abdelmonem et Youssouf Ndachimiyé. Bon, 3 blessures, enfin 3 ruptures des croisés quand même en une saison, en comptant de celle de Terem Moffi cet été pour l'OGC Nice. À ce moment-là, quand même, c'est même plus des chats noirs, hein, qu'on est. Enfin, je sais pas C'est si on a vraiment cassé un, incroyable. Hein. on a cassé un miroir, qui on a insulté dans les dieux du foot, mais bon, sacré, entre ça et la vague de blessures de l'automne, sacré handicap au total. On parlera du coup de l'adaptation tactique de Francaise à ses absents, enfin tactique. Bon, on en parlera dans quelques instants quand on évoquera la compo face à Reims. Mais tu le disais, on est privé de voilà Abdelmonem qui enchaînait quelques bonnes performances en tout cas, qui commençait à s'intégrer, de Youssouf qui avait pris une nouvelle importance dans l'effectif, notamment aussi avec le port du brassard. Euh, alors bon, le premier résultat nous donne une indication et de toute façon, ce sont les résultats qui dicteront finalement l'analyse. Mais toi, Jérémy, est-ce que tu es plutôt dans un mood de dire on va pas y arriver avec tant d'absents, ça va vraiment être compliqué sur cette fin de saison, ou plutôt dans un mood de te dire de toute façon là on n'en est plus à parler de qui est titulaire dans le 11 ou de performance. Là il faut aller chercher le résultat, enfin 3 résultats à la guerre, et du coup peu importe les joueurs qui sont alignés sur le terrain face à 3 équipes qui n'ont plus grand chose à jouer, et notamment là les 2 dernières. Les joueurs qu'on a en réserve doivent nous permettre, enfin ça ne doit pas être une excuse pour ne pas aller chercher un résultat. Bah, plutôt la deuxième option. En plus, je trouve que d'ailleurs Marcin Bulka a une très bonne réaction en conférence de presse avant Reims. Il a dit il faut aller aussi les chercher pour Youssouf et Mohamed Abdelmonem Très beau t-shirt d'ailleurs, fait par le club et porté par tous les joueurs à l'entrée, c'est à souligner. Mais justement, je trouvais ça bien que Marcin Bulka dise ça, parce que c'est bien aussi d'aller le chercher pour eux qui ont fait leur saison. Après, voilà, moi je suis plus dans la deuxième option, c'est à dire que là on a encore des joueurs qui peuvent faire vraiment le travail. Hein. Là, bon, on a Moïse Bombito qui est revenu sur ce match-là contre Reims. Antoine Mendy a été titulaire sur ce match-là, il a fait le travail. Melvin Barks gauche, moi je suis fan. Enfin, je trouve qu'il fait vraiment de très bons matchs à chaque fois. Donc on a les joueurs là Dante est rentré, donc il devrait voilà, être en Dante mesure de est tenir rentré, sa place pour les dernières donc ça semaines. va. Voilà, pour les 2 derniers matchs, je pense que ça va le faire. Enfin, en tout cas en termes d'effectifs. Ouais. C'est très très dur pour moi, c'est très très dur de pronostiquer quoi que ce soit, parce qu'on est un peu capable de faire un super match à Rennes ou alors de se planter complètement. C'est très très dur de dire ce qu'on va faire. Après, je pense que l'équipe là a été dans un bon état d'esprit. On va en parler, mais même si le match contre Reims n'a pas été réussi, je trouve quand même que dans les attitudes, notamment Ali Abdi et certains autres joueurs, ils sont là, tu vois, ils sont présents et ils font ce qu'il faut pour gagner les matchs importants dans ces cas-là. On va en reparler, mais moi je suis quand même plus team résultat d'abord sur les matchs comme ça, parce qu'au final c'est que ça qui compte. On se rappellera pas qu'on a gagné avec la manière contre Reims à 3 journées de la fin, tu vois. Donc évidemment je pourrais préférer gagner 4-5-0 avec la manière, mais bon, l'important c'était de gagner ce match-là, de gagner les matchs qui arrivent. Mais c'est très dur de pronostiquer parce que tu vois, Rennes ils ont perdu 4-1 à Lyon.
Là, ils ont reperdu 2-1 à Toulouse, mais contre nous, ils vont dire ah oui, on veut bien finir la saison à la maison, alors ils vont faire un super match, tu vois. On sait Ouais. jamais, c'est très très dur de pronostiquer cette fin de saison. En plus, il y a encore la chance qu'on a, on va dire, c'est que ce soir, bon, il y aura Lille-Marseille. Prochaine journée, il me semble qu'il y a Monaco-Lyon. Monaco joue Lens après, il me semble. Donc voilà, il reste quand même des matchs quand même un peu plus compliqués aussi pour nos concurrents. Donc on va espérer que qu'on ait des résultats favorables. Mais c'est vrai que c'est quand même très tendu et ça va se jouer sur les détails. Donc j'espère que ça va être comme contre Reims, on va avoir un peu de réussite, qu'on va répondre aussi un peu présent, qu'on ait un peu tous les ingrédients, comme un peu on est contre Paris et contre Reims, pour avoir un petit peu le coup de pouce, quoi. On fera un point classement en fin d'émission. Donc, on enregistre dimanche matin. Donc, on a effectivement que la moitié des résultats, ceux de Monaco et de Strasbourg, mais pas ceux de Lyon Lyon et de Lille-Marseille. Bon, le point classement sera partiel, mais en même temps, vous avez l'habitude ces dernières semaines et vous connaissez tout aussi bien que nous les enjeux à chaque fois de ces rencontres pour l'OGC Nice. Je voulais faire le débat après, Jérémy, mais puisque tu as commencé à en parler, peu importe. L'émission, j'avais prévenu qu'elle serait sûrement un peu décousue. J'entends tout à fait, et je peux pas dire que je ne suis pas d'accord en plus avec le statement qui est que à 3 journées de la fin, enfin, parler de tactique, de qualité de jeu, tout ça, c'est pas l'important. L'important, c'est quand même les 3 points, comme dit l'adage, et d'aller chercher cette qualification européenne et si possible pour la plus belle des coupes d'Europe. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas entendre, enfin moi je vais nuancer cet avis en disant est-ce qu'on ne peut pas aussi entendre le fait que malheureusement pour Francaise, qui je pense dans tous les derniers entraîneurs de l'OGC Nice, c'est quand même probablement celui qui propose tactiquement le plus de choses et le jeu le plus soigné malgré tout si tu remontes sur toute l'ère Ineos. Après ça c'est mon avis, tu me diras si tu ne le partages pas. Malheureusement pour lui, il arrive au bout avec en plus de ça, je pense pas l'entraîneur qui a pu le plus choisir son effectif ou en tout cas qui a pas eu les plus gros moyens pour le bâtir, même si Francesco Farioli en a peut-être eu encore moins à ce moment-là, mais en tout cas, il a eu sûrement moins de latitude que Vieira ou Galtier, par exemple. Et donc, il y a beaucoup de critiques sur lui, sur ses choix, même s'ils sont payants et parfois contraints par des blessures. Mais à la fois, je comprends tout à fait que en arrivant au bout de ces 5 ans de mandat Ineos, qui arriveront peut-être bientôt à leur terme, mais on en parlera tout à l'heure, euh, ben, l'argument de oui, mais les résultats priment, notamment pour la qualification européenne, il est un peu moins entendable parce qu'on nous le farcit depuis 5 ans et qu'en plus de ça, une fois arrivé en Coupe d'Europe, on en fait strictement rien. Donc, moi, je pense que personne n'a tort là-dedans. Effectivement, développer des nouvelles idées tactiques et des joueurs qui se révéleraient dans les 3 dernières journées, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais je pense quand même que la qualité de jeu est toujours un sujet dans la mesure où ça n'a que très peu évolué finalement sur les 5 dernières années et que si on a la prétention de se qualifier en Coupe d'Europe, on a quand même intérêt à proposer un jeu chatoyant pour faire autre chose que 35e sur 36 l'année prochaine, quelle que soit la Coupe d'Europe où on se qualifie. Non, ça, je suis d'accord. Par contre, en fait, ce que je veux dire, c'est que dans ces moments-là, de manière générale, c'est le résultat qui prime. Après, c'est sûr que oui, Oui, si il tu vaut prends mieux serrer les fesses à la ouais, 95e plutôt que d'essayer d'aller marquer le deuxième but quand tu mènes 1-0. voilà. Ça bien Mais sûr, on est tous d'accord. après, oui, quand tu prends notre contexte à nous, c'est sûr depuis quelques années, Mm. ça c'est sûr et je suis d'accord avec toi. Par contre, après, voilà, moi ce que je veux dire, c'est que dans ces matchs-là, et en fait, c'est un peu ce que je disais l'autre fois, et c'est pour ça que cette victoire contre Reims, ça me fait quand même plaisir, même si on a eu un peu de réussite aussi. Mm. C'est que justement, il y a quelques émissions, je disais, mais combien de fois t'as Marseille, Lyon, Monaco qui gagnent sur des victoires comme ça, Ouais. où ils méritent pas forcément non plus, tu vois. Mais c'est comme ça que que tu gagnes des points, que tu gagnes des matchs, que tu es une grande équipe, tu vois. C'est pas que des matchs où tu gagnes facile, je sais Alors, pas, 4-0, tu je vois. suis C'est un peu d'accord les avec toi, mais si on enlève ce match exceptionnel face à Saint-Etienne, qui aujourd'hui, à la différence de but, nous sert bien d'ailleurs, est-ce que, alors je te rassure, les supporters de Marseille, ils sont jamais contents et complètement cons, mais ça c'est autre chose. Les supporters de Monaco, ils sont en crise et vont aller en Conference League, donc finalement, on est loin d'être les plus chiants malgré tout. Mais est-ce que tu penses pas qu'en tant que supporter, si de temps en temps au moins on avait su à la maison face à des équipes comme Reims ou comme Angers faire des victoires faciles 2-0, 3-0, allez, on va dire 2-0 sans trembler, mais sans être géniaux, ce genre de victoire au forceps serait un peu plus acceptable. Alors qu'en fait, ah on a oui, tout à fait. l'impression que Ouais, voilà, ouais.
moi, je pense qu'il y a aussi un Mmh. peu de ça, de se dire, là, on peut se féliciter d'avoir fait un clean sheet. Marcin Bulka fait encore un match très intéressant, mais en fait, tu trembles jusqu'au bout, encore une fois. Donc, on a aimé ce gym aussi qui serrait les fesses avec beaucoup de solidarité jusqu'au bout, notamment le début de saison avec la série d'invincibilité avec Francesco Farioli. Donc, on peut apprécier ça, mais aussi quand, je pense, dans la saison, on est capable de se rendre des matchs faciles, parce qu'en fait, tu te dis, ben, ça ne peut pas toujours être facile ou toujours être tranquille, et c'est bien de montrer qu'on ne perd pas de points sur les matchs compliqués. Et je trouve que ce qui est positif face à Reims, c'est qu'on a évité le scénario de très peu, certes, on a évité le scénario qu'on a connu face à Auxerre, notamment. Euh, mais le problème, c'est qu'à Nice cette saison, et comme de nombreuses saisons précédentes, j'ai l'impression que ces matchs-là où on n'a pas eu finalement trop à suer jusqu'à la dernière minute, on n'a pas eu tant que ça, et c'est peut-être ça qui rend l'acceptation de victoire au forceps, une qualité de jeu en baisse, même dans les tout derniers matchs, ce qui rend ça un peu plus compliqué. Mais bon, Ouais. après tout ça, c'est histoire de remplir l'émission, parce qu'on s'en fout. Le but, ça sera effectivement le classement auquel on Mmh. termine à la fin de l'année. On est bien d'accord tous et toutes là-dessus. Non, mais sur cet aspect-là, sur notre contexte à nous, je suis totalement d'accord. Moi, c'est vraiment, voilà, sur Mmh. le fait de dire ces matchs-là, il faut les gagner parce qu'au final, c'est que les points qui vont compter. Et en plus, moi, ce que je veux quand même rajouter au débat et ce qui me semble très important, c'est que, tu vois, déjà, on parlait des blessures et c'est quand même pas facile. Je trouve que, voilà, on est toujours là alors qu'on a eu, énormément de blessures, énormément de malchance sur ce point-là. Et il y a quand même, entre les choix de Francaise qui, des fois, moi, par exemple, sur la compo, je suis pas ultra d'accord là contre Reims, Non. mais sur les derniers matchs, est-ce que ces choix se sont vraiment avérés pas bons, tu vois? Ah, de toute Il met façon, par quand exemple tu milieu. gagnes, enfin, Non, si mais regarde sur les l'entraîneur derniers gagne, matchs. il a raison après, tu vois? Enfin, c'est, Ouais, mais sur les derniers matchs, on est repassé un milieu à 3, ça va mmh, quand même un peu mieux. On oui, disait que Baptiste Santamaria, ça allait moins bien. Bon, là, c'est pas dans le même rôle, mais il y a Morgan Sanson qui est là, ça va beaucoup mieux. oui, Il met Badreddine Bouanani aussi, qui te met 2 passes décisives contre Paris et je crois que le match d'avant aussi, il fait une passe D, contre Strasbourg, il me semble. Oui, non, je sais plus contre qui c'était, je perds un peu le fil. Mais en tout cas, il avait été aussi décisif en fin de saison, Badreddine Bouanani. J'ai l'impression aussi qu'il y a certains joueurs, là, enfin, que Mohamed Isho joue quasiment plus, Evan Guessant encore moins. Quand même, j'ai un petit peu des doutes sur ce qui se passe. Je sais pas du tout ce qui se passe, mais c'est quand même un petit peu étrange. Donc voilà, je pense que Francaise essaie quand même de faire, de gérer un peu tout ça. Je sais pas à quel point c'est facile pour lui ou pas de faire les compos, mais en tout cas, il s'en sort comme il peut et c'est quand même pas si mal, j'ai l'impression, au vu de tout le contexte, des blessures et des joueurs un peu en méforme, quoi. Donc voilà. Après, je sais pas si ce sont des choix dus aux performances ou pas, ou alors c'est vraiment une adaptation tactique où maintenant on a ce milieu à 3 et Badrini Bonani et Gaëtan Laborde devant, on sait pas. Mais en tout cas, pour l'instant, sur les derniers matchs où il a fait ça, même si je suis pas entièrement d'accord avec lui, ça s'est avéré plutôt payant parce que voilà, Morgan Sanson, comme je dis, Batoni Monani sont là et ont fait des super matchs. Ils nous ont un peu relancé la fin de saison. Donc c'est pas non plus des choix, des mauvais choix, on va non. dire. Alors, on peut ne pas être d'accord, et notamment, dans l'émission, on l'a été ces dernières semaines avec le maintien de cette défense à 3, où c'était peut-être plutôt du milieu à 2, et là, c'est peut-être le meilleur des 2 mondes qui a été trouvé sur ce match face à Reims. Mais bon, après, déjà, quand il y a la victoire derrière, ben, du coup, l'entraîneur a raison. Et quand bien même on serait en désaccord avec Francaise, et on a tout à fait le droit de l'être et de l'exprimer tant qu'on essaye d'être constructif et respectueux. Euh, je trouve que, encore une fois, comparé à beaucoup d'entraîneurs de ces dernières saisons de l'OGC Nice, il y a quand même une adaptabilité tactique qui est assez inédite, ou en tout cas plus polyvalente que ses prédécesseurs. Tu as quand même une gestion de l'effectif, du turnover, que je trouve également meilleure. Et voilà, c'est en passe d'être validé par les résultats, même si bien sûr, ce sera lu en fonction des 2 derniers matchs. Voilà. Donc, puisque tu as commencé à parler de la compo et qu'il y a, je pense, pour une fois, beaucoup de choses à dire dessus, on va dérouler ça. Donc, Marcin Bulka dans les buts, la défense à 3, Antoine Mendy, Moïse Bombito et Melvin Barr. Les latéraux, c'est Jonathan Kloss et Ali Abdi. Un milieu à 3, Boudaoui, Rosario, Sanson, et 2 joueurs devant, Badreddine Bouanani, probablement un peu en soutien d'un Gaëtan Laborde en pointe. Alors, pour moi, il y a 2 choses déjà avant de parler des individualités.
qui sont un choix fort de Francaise. C'est le retour du milieu à 3 et je pense que ça c'est permis par le retour et le retour en grâce en plus de Morgan Sanson. Et puis ce choix en réalité de n'aligner que 2 joueurs offensifs sur 11 à domicile face à Reims. Je pense que ça a un peu crispé tout le monde. Moi le premier, hein, on va pas se mentir. Je pense que forcément, bah, ça a un peu terni la copie rendue par l'OGC Nice. Mais à la fois, quand tu vois, on en parle en fin de débat, enfin, fin d'analyse du match, quand tu vois l'entrée des autres joueurs offensifs, tu te dis s'il y avait vraiment de choix. Bref, si on part du commencement et de ce 11, globalement par rapport aux joueurs disponibles physiquement, il n'y a pas trop de débat. Bon, on peut toujours faire le débat sur Gaëtan Laborde, mais il sera pas nouveau par rapport aux semaines précédentes. La principale nouveauté, c'est d'avoir réussi à composer avec les absents et d'être repassé sur ce milieu à 3 et que Badrine Buonanni puisse être titularisé devant en électron libre. Ouais, justement, moi, je suis d'accord sur le fait de dire que, enfin, la composition m'a surpris. Je trouve que contre Paris, c'était bien joué. Après, c'est vrai que là, à domicile, comme ça, avec 2 joueurs offensifs, c'est un petit peu étrange. Après, bon, ça a fonctionné une fois. Il avait dit, je crois, Francaise, en conférence de presse, il a dit, on va refaire ce qui a bien marché à Paris. Sauf que, ouais, c'est vrai que c'était quand même pas le même adversaire non plus et les mêmes conditions avec le fait qu'on soit à domicile. Donc oui, un petit peu étrange. Après, bon, ouais, la défense, il avait pas trop le choix non plus. Le milieu, bon, je trouve que sur la dernière semaine, il y a pas, je trouve que c'est le milieu aligné, tu vois. Je vois pas, C'était trois ouais, meilleurs milieux de terrain de la saison de toute voilà. façon, hein. Enfin, il y a J'ai pas pas. trop de doutes sur ça. Mais c'est vrai que ouais, c'est plus le secteur offensif où je me pose des questions. Bon, je pense que Terem Moffi a pas encore 90 minutes dans les jambes, mais c'est vrai que ça aurait été intéressant de le voir un peu plus jouer. Evan Guessant, Mohamed Ali Chaud, Jérémy Boga, je sais pas ce qui se passe. Et bon, honnêtement, surtout, bon, Evan Guessant, je pense qu'il était un peu fatigué la dernière semaine. Là, je commence un peu à me poser des questions quand même. Bon, après, vu le niveau, surtout de Mohamed Ali Chaud sur ses dernières entrées les semaines précédentes, est-ce que c'est quand même judicieux de le faire jouer d'entrée de jeu? Je suis pas sûr. Non, et même le Donc, dernier quart d'heure, on voilà. a vu que ça avait pas nécessairement un Voilà. intérêt non Franchement, plus. je suis hyper déçu de la fin de saison qu'il fait. Donc, je sais pas, hein, il peut y avoir plein de raisons différentes. J'espère que ça va, mais en tout cas, sur le terrain, les performances, ça va pas. Et Jérémy Boga, comme on s'était dit les dernières semaines, je sais pas s'il va être là encore la saison prochaine. Pareil pour Sofiane Diop. Donc, voilà, je sais pas. En tout cas, il a décidé de mettre Badrine Buonanni sur le terrain. Ça s'est avéré payant. Gaëtan Laborde, comme tu dis, bon, pour l'instant, il est là, mais bon, on le voit pas trop dans les matchs, quoi. Donc c'est toujours un peu le même refrain. Donc je sais Alors pas trop. faisons un débat parallèle Gaëtan Laborde en quelques mots. Vous connaissez si vous écoutez cette émission plus que plus que pour la première fois mon attachement à Gaëtan Laborde. Il est plus sur mon fond d'écran par contre. J'ai changé la photo. J'ai mis la photo de la victoire face à Paris et je crois qu'on ne le voit pas. Non, mais j'ai Melvin Barr en gros plan donc c'est très bien. Anecdote iPhone 12 mini à part. Euh, Est-ce que Gaëtan Laborde aussi, il est titulaire pour malgré tout son apport au collectif, son investissement physique, tout ça, mais surtout parce qu'en réalité, personne n'a été capable de lui prendre sa place. Les entrées de Mohamed Ali Chaud, qui peut jouer en pointe, sont catastrophiques depuis plusieurs semaines. Terem Moffi, il y a probablement une dimension physique, mais j'ai pas l'impression que ses entrées. Bien sûr, on peut m'opposer qu'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu et que peut-être s'il était titulaire, il aurait davantage l'occasion de se montrer. Voilà, j'entends tout à fait cet argument-là. Mais pour dire que les entrées de Terem Moffi n'ont pas non plus été une révélation qui te font dire que oui, bien sûr, qu'il a davantage sa place de Gaëtan Laborde. Je parle même pas du profil technique, mais ne serait-ce qu'en termes de performance au niveau des entrées. Euh, voilà, peut-être que Laborde est aussi aujourd'hui un choix par défaut. Donc il y a pire comme choix par défaut, mais de dire les solutions devant en pointe à partir du moment où tu as écarté Evan Guessant, que ce soit pour des raisons physiques ou autres, bah t'as pas tant de voilà, t'as pas tant d'autres Ouais. opportunités que ça et d'autres profils à aligner. Non, c'est ça. Moi, de base, j'aurais plutôt mis Evan Guessant, surtout dans ce schéma de jeu-là. Après, oui, bah, s'il se passe quelque chose ou si physiquement ça va pas, c'est sûr que bah, après le choix est Gaëtan Laborde. Le problème, c'est que pour moi, il a pas trop le profil pour jouer dans ce système-là parce que bon, on peut dire oui, il a
t'apporte défensivement, mais bon, tu joues déjà à 3 défenseurs centraux, t'as Rosario, Boudaoui, bon, tu vois, t'as pas besoin encore d'un joueur qui défend, quoi. Donc, En voilà, réalité, je t'as vraiment pense qu'il a besoin bien le de. profil pour jouer dans une attaque à 2 comme ça, mais associé à un vrai neuf. Ça devrait pas être lui le Ouais, vrai neuf. voilà, Donc là, c'est ça. t'as 2 joueurs qui sont capables de tourner autour d'un attaquant et du coup, ben, Ils se tournent tous les 2 autour. voilà. Mais ouais, du coup, non, je sais pas trop, mais c'est pour ça que la composition m'a interrogé, mais je pense que c'est surtout dû à des choix aussi, comme on a dit, physiques, et des choix peut-être personnels aussi, je sais pas, de ce que Francaise voit à l'entraînement, sur l'investissement de certains joueurs, sur la motivation, sur vraiment la dimension physique aussi. Si je pense que Gaëtan Laborde, à ce niveau-là, il a jamais eu de soucis, il a toujours été, Mmh. enfin, il a toujours été très très bon. Et il a toujours fait beaucoup d'efforts. Donc je pense que à ce niveau-là, c'est le premier sur la liste. Mais après, ouais, je m'interroge. Et c'est vrai que je pense que c'est pour ça que pour moi, c'est un peu dur à dire les 2 derniers matchs, parce que si tu m'avais dit, voilà, on fait jouer Guessant, Boga, Shaw, Diop, tout le monde est en forme et tout, Ouais. je t'aurais dit, ouais, Rennes et Brest, à mon avis, on va, on va faire des super matchs. Là, je pense pas que voilà, le 3-5-2 ou le 5-3-2 qu'on a eu sur un dernier match, il passe à Rennes et contre Brest aussi, tu vois. Je suis quand même un petit peu, je doute un peu. Pour moi, ça minuse un peu nos chances de victoire sur ces 2 matchs-là. Donc, on va voir. J'espère surtout voilà, on va récupérer le plus de force pour les 2 derniers matchs, parce que c'est vraiment c'est les 2 derniers matchs et il faut vraiment tout donner sur ces matchs-là, parce que ça peut conditionner beaucoup de choses. Après, en tout cas, voilà, comme je le disais en début d'émission, ce qui est bien, c'est que je trouve qu'on a des joueurs enfin, je râlais beaucoup sur le fait que on manquait un peu de leader, on manquait un peu de caractère sur les matchs contre Nantes, par exemple, les matchs comme ça. Parlons des Mais, tops du coup dans les performances parce que bah, sur le déroulé du match, vous l'avez probablement vu, il y a ce but assez tôt de Morgan Sanson, encore du coup sur un deuxième ballon, sur un pressing effectué sur la défense rémoise. Il y a eu une première demi-heure globalement assez intéressante. On peut même étendre ça toute la première mi-temps. La deuxième période, on est quand même beaucoup plus sur un gym qui a subi et qui a manqué de créativité. Donc bon, voilà, l'analyse du feuilleton du match, on l'a vécu 10 fois, peut-être cette saison, c'est pas le plus intéressant. Donc tu disais un peu plus de caractère dans cette équipe, des joueurs qui prennent un peu d'épaisseur et un peu de responsabilité. Donc voilà, donc commençons peut-être déjà par nos satisfactions du week-end. bah, déjà, bon, c'était déjà une grosse satisfaction évidemment au match contre Paris, mais Morgan Sanson, déjà, je trouve que les dernières entrées qu'il avait fait, notamment à Strasbourg, franchement, quand il était rentré en jeu, ça avait changé beaucoup de choses. Bah, il joue vite, il a envie, il apporte un peu de caractère justement. Moi, l'année dernière, justement, avec Francesco Ferraioli, quand même, j'avais beaucoup aimé sa saison. Je trouvais que c'était vraiment un milieu de terrain qui nous avait beaucoup apporté. Je pense que vraiment, si on avait fait toute la saison avec lui, je pense que là, on serait encore vraiment un peu mieux. Et vraiment là, il apporte énormément, je trouve. Enfin, tu vois que c'est un joueur qui, il met un peu de, comment dire, il met un peu d'allant au milieu de terrain, Mmh. tu vois. Il est très vif, il bouge, il fait beaucoup de bien. Donc déjà, lui en top, c'est sûr. Et après, bon, pour moi, je pense que c'est un des meilleurs joueurs de la saison, si c'est le meilleur, à part le rouge qu'il a eu contre Auxerre. Mais Melvin Barr, franchement, je trouve il a pris une dimension dans l'équipe et il a un niveau de jeu quand même qui est vraiment bon. En plus, franchement, cette saison, il nous a beaucoup aidé avec le fait qu'il soit polyvalent, qu'il puisse jouer dans une défense à 3. Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'aime beaucoup quand il joue dans une défense à 3 à gauche. Je trouve que c'est très très bien avec Ali Abdi devant. Donc bon, il faudra sûrement, si on reste dans ce schéma-là, il faudra sûrement recruter un autre latéral gauche, peut-être. Mais et si lui, ça lui plaît aussi de jouer à ce poste-là, ça, je sais pas. Mais voilà, il y a Melvin Barr. Moi, j'ai bien aimé de ce que j'ai vu de Ali Abdi aussi, parce que je trouve quand même. En fait, ce que j'aime bien chez ce joueur-là, c'est que bah, il a du caractère. Tu vois, il est pas tout le temps, il réussit pas tout. Il fait pas non plus tout bien, même si bon, Disons, il est meilleur tu que vois, la plupart des latérales gauche qu'on a eu les dernières saisons. tu vois ses Mais il a limites. envie, quoi. Ouais, Tu mais le vois gars, ses il est là, tu limites, vois. mais tu sais que l'envie, ça n'en fait pas partie. Tu vois, c'est pas au hasard Jordan Lotomba. Tu vois, c'est juste pour envoyer une bastos gratuite. Non, mais c'est pas contre Lotomba précisément qu'il y a eu des bons moments, mais enfin, tu sais de toute façon que même s'il va être limité techniquement ou qu'il va se faire manger, il va jamais rechigner à faire un effort à te remonter des ballons. Il y a un ou deux moments dans le match où il va quand même t'apporter quelque chose de positif. Moi, j'aime bien ça, ouais. J'aime J'ai bien du les mal joueurs à qui sont. imaginer un match de Ali Mmh. Abdi où il soit Ouais. transparent. Il peut être en difficulté, il peut même être mauvais, sûrement, à un moment donné, mais il sera jamais transparent. Et ça, surtout quand tu l'as payé 500 000 euros, je veux dire,
le résultat est hyper positif. Si demain c'est ta doublure de luxe parce que tu recrutes un latéral gauche, t'es plus que paré à ce poste-là, effectivement. Non, moi, c'est ce que j'aime bien justement chez lui, c'est qu'il a c'est jamais un les joueurs qui des fois se posent pas de questions, tu vois? Tu es en fin de match comme ça, tu galères et tout, bah, le gars, il prend le ballon, il monte, tu vois? Genre, il est pas là: Pas loin de «Ah, son but, hein, d'ailleurs, en j'attends», fin de voilà, rencontre. non, mais là, en mode: «Ah, j'attends, de l'aide Ouais. au milieu de terrain, je fais mon petit crochet, j'attends et tout, je perds le ballon au milieu de terrain». Non, bah, il court, il y va, il essaie d'apporter le danger quand même, il gagne du temps et bon, il y a eu 2-3 fois où il a fait des super tacles défensifs, des super gestes. Il se relève, le gars, il est content, il célèbre et tout. Ben, voilà, c'est bien ça, tu vois? Moi, c'est ça, j'aime bien ces joueurs-là, où tu as vraiment l'envie, que ça, justement, il donne envie aussi aux joueurs à côté de lui. Genre ça se transmet, tu vois? Ça a l'envie et tout, tu as envie de bien faire et c'est bien d'avoir des joueurs comme Ouais, il ça, impulse en une France. énergie comme Morgan Mmh. Sanson, tu disais il y a quelques instants, Et c'est très, très bien, je trouve, d'avoir des joueurs qui font ça, et vraiment, c'est pour ça que même si ce match-là a pas été très réussi, pas son meilleur, dans effectivement. la dans les enfin, je veux dire dans l'ensemble, hein, ça a pas été Mmh. très réussi par l'équipe. Mais bon, à la fin, tout le monde était content, tout le monde était concerné, tu vois? Au Mmh. moins. Donc on a suffisamment râlé sur l'état d'esprit et des fois, où il y a des matchs, on est passé au travers, et vraiment l'état d'esprit était pas là. Pour là, le saluer au moins le fait que, ben, ils ont répondu présent, qu'ils ont fait les efforts. Bah, Donc voilà, il était aujourd'hui, tu as l'impression que Francaise, alors il y a bien sûr des considérations sportives, techniques et après plein de choses qui se passent sûrement en interne et à l'entraînement, auquel on n'assiste pas, mais tu as l'impression qu'aujourd'hui, on est arrivé à constituer un 11 qui est, allez, peut-être pas irréprochable, mais qui en tout cas est un 11 fort sur une question d'état d'esprit. Ouais, mais pareil, Hicham Boudaoui, tu vois, il réussit pas tous ses matchs, mais il fait pas beaucoup de bruit et tout parce que, bah, il est discret quoi, même sur le terrain. Mais qu'est-ce qu'il fait comme course? Qu'est-ce qu'il se donne? Enfin, je veux dire, lui aussi, on a souvent critiqué parce qu'on attend beaucoup de ce joueur-là, mais moi, je trouve que sa deuxième partie de saison, elle est quand même réussie. Alors ouais, il met pas beaucoup de buts. Contre Auxerre, on l'a vachement critiqué parce que voilà, devant les buts, c'est son gros point faible, c'est pas bon du tout. Mais qu'est-ce qu'il fait comme effort quand il y avait les milieux à deux justement, bah, il faisait un travail monumental pour essayer de couper, de faire le box to box. Alors lui aussi, il faut saluer, la détermination. Alors oui, des fois, bah, il sourit, il se relève, il mâche son chewing-gum ou je sais pas quoi, on lui reprochait ça. Enfin moi non, parce que enfin je m'en fiche, c'est très bien qu'il sourit, tu vois? Sur le terrain, c'est pas un problème. Mais je veux dire, il se donne beaucoup, il fait les efforts et lui par contre, c'est vrai que c'est plus un joueur discret dans l'ombre qui veut pas qui est pas dans la, justement, comme je disais, la débauche d'énergie, c'est pas, il va pas te faire un tacle et célébrer, tu vois, comme ça. Lui, il est très, très timide, tout ça, mais il fait beaucoup d'efforts aussi et je pense qu'il faut quand même saluer son travail, même si là, contre Reims, c'est vrai que le match a été un peu moins réussi, on va dire. Mais voilà, il y a des joueurs quand même qui, on fera le bilan en fin de saison, mais il y a quand même des joueurs qui nous ont un peu porté, ben, un peu comme Jean-Claire Todibo, Kefren Turam, tu sais, et il y a 2-3 ans, que clairement, la seconde partie de saison, les deux, ils nous avaient porté l'équipe, quoi. Là, il y a quelques joueurs qui ont vraiment eu ce rôle-là aussi en fin de saison, mais Mmh. bon, on en Mmh. reparlera lors du bilan. Bon, ça c'était pour les points forts. Est-ce qu'on rajouterait pas Marcin Bulka aussi qui, Ouais, ouais. certes a été moins sollicité et moins impressionnant que face au PSG, mais qui a sorti les arrêts qu'il faut et puis clean sheet, ça c'était suffisamment rare, cette année pour qu'on l'ignore. Donc vraiment, là on a retrouvé en fait le Marcin Bulka qu'on a apprécié, les 2 saisons, précédentes. Donc voilà, hein, c'est pas les 12 arrêts du Parc des Princes bien entendu, c'était pas le grand Quel PSG match il fait. en face, mais Ouais. Quel match. c'est le match qu'on attend de Marcin Bulka, face à des plus petites équipes, c'est-à-dire quand nous on n'arrive pas à se mettre à l'abri, ben, qu'au moins on garde notre cage inviolée pour réussir à ramener les 3 points. Il y a deux trois arrêts, clés, il y a un peu de chance et de maladresse aussi avec face aux joueurs, enfin de la part des joueurs réellement face au but de Marcin Bulka. Mais je regardais un peu les expected goals. Bon alors, il y a 15 méthodes de calcul, donc les chiffres sont pas tout à fait les mêmes sur les sites, mais on est un peu au-dessus de 1 et Reims c'est entre 0,8 et 1,2, donc aux alentours de 1 aussi. Donc quand tu vois le match, et si je fais un point statistique un peu plus complet, Reims a tiré 2 fois plus au but que nous, a très peu cadré, certes, parce que la défense a aussi souvent laissé traîner la jambe, hein, 16 tirs, 3 cadrés, 9 contrés quand même. Donc c'est aussi que notre charnière à 3 a fait son taf. Mais par rapport à nos 8 tirs, voilà, le but de Marcin Bulka était davantage pris d'assaut et il y a ce clean sheet. C'est grâce à lui aussi, en plus de la défense à 3. Ouais, clairement là, c'est bien de le retrouver, enfin le retrouver, c'est un peu dur, mais voilà, on l'avait dit, il faisait une saison où des fois on savait pas trop si ça c'était un peu entre deux, mais là clairement sur les derniers matchs, voire sur ce match-là, c'était bon
Et bon, le match contre Paris, mais qu'est-ce que c'est que ce match? Genre vraiment là, Ouais. je crois qu'il y a eu la vidéo où il fait les 3 arrêts en 1 minute. Mais je crois que je me suis jamais levé de mon canapé pour 3 arrêts d'un gardien comme ça en peu de temps. Mais quel match il a fait contre Paris, c'est franchement la performance, elle est monumentale, hein. Immense, comme on aime dire. Ouais. Mais franchement, ouais, là, c'était du très grand Marcin Bulka. Et c'est vrai que contre Paris, généralement, il nous sort quand même des sacrés matchs au Parc des Princes. Je sais pas si t'as remarqué, mais à chaque fois, c'est vraiment Est-ce qu'il aurait un message à envoyer à son ancien club? ah Peut-être, ouais, mais alors, un surplus de franchement, motivation. c'est fou. Mais là, moi, je pense, il faut que je retrouve la vidéo, tu sais, des 3 arrêts Ouais. en 1 minute. Parce que franchement, Quand t'as un petit franchement, coup de mou un matin avant d'aller bosser, tu mmh. te fais ça, tu te dis si Marcin Bulka peut faire 3 arrêts au parc en 30 secondes, je peux aller bosser ce matin. Ouais, Voilà. ouais. Ouais, et Dwight, je sais plus, comment il s'appelle l'acteur qui avait fait la vidéo, Dwight, je sais plus comment il s'appelle. Ouais. Mais là, c'était vraiment ça, genre vraiment le surplus de motivation. Mais ouais, en tout cas, là, c'est du Marcin Bulka que j'aime beaucoup et surtout, comme je le disais, aussi dans les hors-terrain. Là, dans les conférences de presse, il a eu le bon discours aussi, et Sur le terrain, le langage corporel mmh, et l'attitude, mmh. moins toxique, j'ai l'impression aussi, est plus en phase avec ce qu'on aimait de Marcin Bulka qui harangue ses coéquipiers. Et puis, Après, le truc, c'est que justement, je pense que voilà, il a eu des matchs sans. Par contre, c'est clairement, tu vois, c'est un gars qui a envie de gagner, quoi. Le gars, oui, il est là, il râle et tout, mais je comprends, tu vois. Enfin, moi, je râle beaucoup aussi, donc enfin, oui, il râle beaucoup, il a envie de gagner et tout. Des fois, il est en colère. Mais tu vois, je préfère un joueur qui est un peu en colère aussi, qui râle, plutôt que bon, un joueur qui s'en fiche, quoi. Mais qui voilà, baisse la lui au tête moins, dès qu'on prend un but. voilà, il a un gros caractère. Et ça, c'est le cas de le dire. Et c'est bien aussi d'avoir des joueurs comme ça, un peu de caractère. Bon, après, il est dans les buts, donc c'est, à part justement sur les arrêts comme ça, il peut pas non plus être Ouais. trop décisif. Mais là, clairement, il nous a rapporté des points essentiels sur les derniers matchs. Et c'est ce qu'on disait, est-ce qu'il va nous rapporter un peu des points et tout cette saison? Bah, si tu Mais comptes au pas, si tu moins, prends pas de but jusqu'à la fin de la saison, t'es assuré d'être, je pense, en Europa League. Enfin, bon, sauf à ouais, faire là, au moins, 2-0-0 improbable, mais enfin, ça passera aussi par le fait de pas prendre de but, d'aller chercher la plus belle qualif européenne possible. ouais, tout à fait. Mais en tout cas, ouais, c'est le Marcin Bulka qu'on aime voir sur les derniers matchs. Ouais. Et qui revient au meilleur des moments dans cette course effrénée à l'Europe. Si on doit parler d'une déception, j'ai même pas vraiment envie de sortir une déception dans le 11. Bon, on a parlé de l'attaque qui a eu les limites, voilà, qu'on a évoqué, qu'on a déjà évoqué ces dernières semaines. Bien sûr, le match n'est pas d'une très grande qualité. Tu l'as dit, on a vu les stats qui l'illustrent également. Mais si vraiment il y a une question de déception, est-ce que ça serait pas les entrants, bon, à l'exception de l'entrée de Dante, hein, qui a fait le taf, mais alors après les 4 autres entrants qui étaient censés amener de l'élan offensif, hein, Sofiane Diop, Baptiste Santamaria, Mohamed Ali Chou et Terem Moffi. Alors, soit j'ai eu un Mm. micro-sommeil à un moment donné, mais au stade, ça m'étonnerait quand même. Sur mon canapé, j'aurais pu le concevoir, mais au stade, non. Soit ils n'ont strictement rien amené, en fait. Voilà, Mm. parce que c'est quand même 4 profils offensifs, bon, globalement du poste pour poste, mais avec des profils à chaque fois peut-être un peu plus techniques, ou en tout cas un peu plus offensifs que les joueurs qu'ils ont remplacés. Et j'ai pas eu l'impression dans le dernier quart d'heure de voir un OGC Nice avec plus d'allant et plus de velléité offensive. Donc vraiment, est-ce que ça vient pas aussi illustrer que les choix de Francaise sur son 11 et certaines disparitions du 11, voire même certaines disparitions des fois carrément d'entrée ou du groupe, ne s'appuie pas véritablement quand même sur une logique sportive, puisque si les entrants ne montrent même pas qu'ils ont envie de se faire une place ou de s'inscrire dans le projet du club à plus long terme, voilà. Mm. Bah, c'est ce qu'on disait hein, quand on a parlé de la compo. Et après, c'est sûr, on a clairement un gros problème avec les entrants cette saison. Alors bon, c'est jamais forcément toujours les mêmes. Mais là, c'est sûr que bon, moi, comme je te dis, le dernier entrant pour moi qui a apporté quelque chose sur les derniers matchs, c'était Morgan Sanson à Strasbourg. Franchement, après, à chaque fois, les fins de match, en fait, t'es un peu là en mode bon, bah on va prier que ça passe, quoi. Que, que là, bon, à Paris, on menait 2 buts, donc c'était un peu différent. Mais bon, là, t'étais un peu en mode bon, on va espérer que quelqu'un fasse quelque chose au niveau des entrants, mais bon, voilà, il se passe rien et on se dit bon, on espère qu'on va tenir. Et clairement, ça, par contre, c'est un truc sur lequel il va falloir travailler. Bon, il y a d'autres choses, hein. On fera le bilan. Mais ça, les entrants cette année, c'est un truc. Franchement, j'ai pas trop de motifs d'explication à part le fait de dire, bah les gars, ils sont déçus de pas être titulaires. Mais bon,
c'est pas justement en rentrant et en faisant un quart d'heure comme ça que tu vas être titulaire, quoi. Donc, j'ai beaucoup de mal à comprendre. C'est un peu le cycle de dire: «Ah, je suis déçu de pas être titulaire, donc bon, Donc je fais j'ai rien pas pour trop l'être. envie». Et du coup, ouais, du coup, bah, c'est pas en jouant comme ça que tu vas l'être, donc c'est vraiment le cycle qui continue. Mmh. Mais ouais, j'ai un peu de mal à comprendre. Après moi, voilà, le seul que je vais, jusqu'à la fin de la saison que je vais vraiment pas sur lequel je vais pas faire de reproche, c'est Terem Moffi parce que bon, il joue, 5 minutes à chaque fois, c'est pas ça lui fait un petit peu une remise en forme, mais c'est pas en jouant 5 minutes à chaque fois que, alors qu'il a pas joué depuis 9 mois qu'il va faire quelque chose, tu vois? Je vais pas je vais être très patient avec lui, je m'attends pas à ce qu'il mette un triplé. Bon après s'il met un triplé à Rennes S'il met un et triplé Cobham, pour nous envoyer en Ligue des Champions, voilà, Terem, mais n'hésite pas. n'hésite pas, mais voilà, je vais pas le critiquer sur ses entrées ou quoi, sachant qu'en fin de match et en seconde mi-temps, voilà, on joue généralement beaucoup moins et on prend beaucoup moins de risques. Donc c'est sûr que les attaquants, c'est pas là où ils vont avoir quelque chose à Et que le profil de Terem Moffi, c'est pas Evan Guessant, il va pas se créer une occasion. Si tu lui donnes pas de ballon, ça voilà. va être compliqué pour lui, quoi. Donc, Voilà, ça, c'est ça, mais c'est sûr qu'en tout cas les derniers, les entrants, c'est un point, problématique cette saison en tout cas. et ça annonce peut-être une grosse revue d'effectifs. On aura le temps d'en parler Mmh. à la suite de la saison et pendant tout le mercato sur les réseaux sociaux qui sont très actifs en cette période. Vous le savez, je pense encore mieux que moi. Dernier petit point, peut-être je pense que sur le match, on a un peu tout dit avant de parler des rumeurs de rachat autour du club. Concluons peut-être sur un petit point classement et sur ce qui nous attend dans les prochaines semaines. On en a un peu parlé parce que c'est forcément ce qui occupe un peu nos journées de faire des comptes d'apothicaire dans un sens, dans l'autre. Mais voilà. Alors enfin, je décide ça unilatéralement, mais sur le match face à Reims, pas grand chose de plus à dire. Je pense, Non, Jérémy. non, non, je pense j'ai plus rien d'autre à dire, ouais. Voilà, je vais peut-être rajouter très belle ambiance au stade avec une Populaire Sud qui a été au niveau Oui, de voilà. l'événement. Ça n'a pas toujours été le cas cette saison et là vraiment les gars ont été très performants et ça a permis malgré une affluence correcte sans plus, hein, annoncée autour de 24 000. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'absents visuellement au stade. En tout cas, on ne devait pas en être très loin. Pas faire de débat sur l'affluence de ce stade. Le GC Nice avait lancé une grande opération là-dessus. Et puis voilà, le résultat, ils en tireront les conséquences eux-mêmes en interne. Mais en tout cas, les présents ont fait le boulot et c'est à signaler. Donc, le point classement, je vais le ressortir parce que à force, quand même, on s'y perdrait. Donc, on vous rappelle, on enregistre dimanche matin. Il nous manque donc les dernières rencontres de la journée, notamment celles qui nous intéressent le plus, Lyon-Lens et Lille-Marseille. Pour l'instant, l'OGC s'est bien calé à sa 4e place. Donc, Monaco, 58 points, 32 matchs joués. Marseille, 58 points, 31 matchs joués. Donc, il y a le déplacement chez nos amis lillois à venir. Nice, 57 points et 32 matchs joués à égalité avec Strasbourg, 57 points et 32 matchs joués. Je vais psalmodier ça en dormant, je pense, cette nuit. Lille qui reçoit Marseille, si vous avez bien suivi, 56 points et 31 matchs joués. Et Lyon, 7e, 54 points, 31 matchs joués, qui reçoit Lens à 17h15 ce jour. Donc, virtuellement, on pourrait se retrouver à égalité avec Lyon, 57 points s'ils gagnent, Lille, 57 points s'ils font match nul face à Marseille. Et on serait donc à 1 point de Monaco et à 2 points de Marseille. Donc, on aurait 6 équipes en 2 points. Oula, alors là, moi, j'ai pas fait des études de maths, donc je vous ai peut-être dit une énorme connerie, mais on va partir du principe que ça se tient à peu près. Ce que vous devez retenir de toute façon, c'est que putain, qu'est-ce que c'est serré quand même. Un peu comme votre maillot de bain de l'année d'avant où vous aviez fait le summer body. Voilà, là, on sent que ça se tend comme un string au soleil à 2 matchs et demi de la fin. Bon, le calendrier de tout le monde, vous l'avez à peu près en tête. Donc Strasbourg a sûrement le calendrier face aux équipes les plus mal classées, mais voilà, qui ont encore un enjeu, qui jouent le maintien. Donc à voir si c'est plus enviable de jouer Angers et Le Havre que nous de jouer deux équipes, Rennes et Brest, qui n'ont pour le coup absolument plus rien à jouer mathématiquement. Et après, il y a d'autres confrontations directes intéressantes, notamment après cette journée-là. Il y a un Monaco-Lyon qui pourrait fortement nous aider. Ça va être un match clé ça, hein. Ouais, c'est le Voilà, match clé de la fin pour moi. Monaco se déplace à la dernière journée à Lens. Marseille a un déplacement entre guillemets périlleux au Havre avant une réception facile
de Rennes, et je crois que j'ai parlé d'à peu près tout le monde. Il me manque Lille. Voilà, Lille qui se déplace à Brest et qui reçoit Reims après sa réception de Marseille. Donc a priori, au moins 4 points faciles. Donc maintenant que je me suis bien embrouillé tout seul dans ce récapitulatif complet, Jérémy, on est d'accord que en dessous de 4 points, c'est vraisemblablement la 7e place qui nous attendrait, sauf improbable défaite de Lyon, notamment cet après-midi, et que si on veut espérer accrocher le top 4, c'est de toute façon 6 sur 6 qu'il va falloir faire. Et peut-être qu'en faisant 6 sur 6, on a une bonne surprise avec un faux pas d'un de nos adversaires directs, notamment Monaco et Marseille, qui nous permettrait d'obtenir le podium. Mais là, on se mettrait en grand danger, on va dire, si on prend moins de 6 points, en tout cas moins de 4 points. Je pense qu'on est condamné à cette 7e place et à espérer que Paris remporte bien la Coupe de France face à nos adversaires du week-end. Bah, clairement, il y a un premier point, c'est de dire il faut qu'on se concentre que sur nous et qu'on aille chercher les points nous-mêmes, ça c'est sûr. Comme tu le dis, je pense que 4 points, ça va être le minimum, parce que quand on voit la forme aussi de nos concurrents, il y aura pas, on peut pas prendre moins de points, je pense, à part miracle, mais je vois pas comment c'est possible. Surtout quand tu vois les adversaires contre lesquels vont jouer nos concurrents, je les vois pas perdre ou faire des matchs nuls à chaque fois. Notamment Strasbourg. Enfin, comme on s'est dit tout à l'heure en off, moi, alors, je vois très bien Strasbourg gagner les 2 derniers matchs, par exemple. Je les vois pas, par exemple, à la dernière journée, même si Le Havre prend quand même des points dernièrement. Je vois pas Le Havre aller faire un résultat à Strasbourg lors de la dernière journée. Si ça avait été au Havre, pourquoi pas, mais à la Méno, dernière journée, alors qu'il y a une place en Ligue des Champions à aller chercher pour eux, je les vois pas perdre. À part si justement sous la pression ils craquent, mais j'ai un Ouais. petit doute. Pour moi, de toute façon, en fait, il y a nous d'un côté et les 2 matchs qui vont être extrêmement importants, il y a Lyon-Lens cet après-midi. J'espère de tout cœur que Lens va faire quelque chose quand même. Mais bon, même si les dernières semaines pour eux, ça peut être facile, mais ça nous rendrait service que Lens fasse quelque chose, évidemment. Et après, bah, les 2 matchs hyper importants, ça va être le Lille-Marseille de ce soir et le Monaco-Lyon la semaine prochaine. Lens qui Euh, joue quand même, Lyon et Monaco, donc Lens peut c'est vrai qu'il y a, oui. peut rapidement devenir un club ami, hein, mais Mais c'est Lens-Monaco, non? C'est à oui, c'est Lens. Ah Lens-Monaco la ouais, donc dernière journée. il y a quand même moyen aussi, tu sais, qu'ils veulent bien finir la saison à domicile et tout, donc bon, à la maison. Donc bon, on verra, ouais. Alors, c'est sûr qu'on aurait le calendrier de Monaco, réception Lyon, déplacement à Lens, on serait encore moins serein que Ouais. voilà. Ouais, Ça, c'est vrai que Monaco, bon, après, ils ont joué toutes les équipes, Le Havre, Saint-Étienne et tout, là, les dernières semaines. Donc, ah non, ils ont joué Marseille aussi, c'est vrai. Mais ouais, ils ont eu des matchs un petit peu plus faciles sur le papier, hein. Je dis bien sur le papier parce que ces équipes-là, c'est jamais facile mm. qui jouent le maintien, c'est jamais facile de se déplacer là-bas, notamment. Mais c'est vrai que quand tu reçois Lyon, qui est quand même en grande forme, et tu vas à Lens, c'est vrai que c'est quand même chaud. Mais bon, c'est Monaco, ils savent faire dans les sprints finaux, donc je me fais pas trop de soucis pour eux non plus. Mais voilà, et clairement, il va falloir vraiment qu'on fasse un gros travail pour aller remporter ces 2 matchs-là. Voilà, concentrons-nous sur nous. Ça fait très, comment dire, très discours fait à Non, l'avance, mais mais c'est vrai que non, mais pour le coup, c'est vrai, c'est de dire que là, nous, on doit prendre 6 points pour espérer terminer dans le top 4, parce que Strasbourg va probablement les prendre, et après on peut espérer le faux pas de Monaco, qui a un calendrier compliqué, enfin compliqué, face à des équipes mieux classées, et voilà, et espérer du coup que peut-être Marseille trébuche aussi, même si c'est un peu plus invraisemblable, mais ne prendre que 4 points, notamment en fonction des résultats de Lyon des 2 prochains matchs, c'est quand même aussi t'exposer au fait de terminer 6e ou 7e, parce que Strasbourg va te passer devant. Lyon sera en capacité de te passer devant aussi, si jamais ils font un résultat cet après-midi. Et puis voilà, après il y a un monde où si Lyon se vautre cet après-midi, ça sera pas fait mathématiquement, mais tu seras dans de très très bonnes dispositions pour assurer ton top 6, en tout cas dans des meilleures dispositions que Lyon, qui devra faire un sans faute, et notamment avec un déplacement au Louis II. Donc bon, forcément notre analyse est un peu biaisée par l'attente de ces 2 résultats. D'un côté, jouer en début de week-end, c'est aussi l'occasion de mettre
la pression sur tes adversaires directs, même si ceux qui ont joué hier n'ont pas vraiment senti la pression, ils l'ont Ouais, bu très, j'ai l'impression. très, très clairement. Mais bon, peut-être que sur nos adversaires de dimanche, qui du coup là se tapent double pression, la nôtre, celle de Strasbourg, celle de et et celle de qui c'est qui me manque Et du coup Monaco. Et de Monaco, pardon. Voilà. Ah bah pour le coup, Monaco et Strasbourg, c'est bien des villes en rapport avec la pression. Super blague de bière. Pardon, désolé. Voilà, c'est dégueulasse le Monaco. En plus, faut pas déconner. Hein. C'est soit vous prenez un panaché, soit un sirop de grenadine. Vous mélangez pas les deux. Hein, faites pas ça. Respectez-vous. Et puis voilà. Bon, Jérémy, on peut qu'espérer le meilleur pour l'OGC Nice dans ces dernières semaines, et on peut espérer que le meilleur pour l'OGC Nice dans les prochains mois et les prochaines années. Et ça passera peut-être par un rachat. Et ça sera le dernier sujet de notre émission du coup. Donc ça a été révélé par différents organes de presse nationaux et internationaux. C'est absolument pas une surprise que l'OGC Nice soit en vente. En tout cas, c'était un secret de polichinelle, et je pense que ça avait déjà été évoqué à peu près par tous les supporters et tous les médias depuis le début de la saison. Ce qui est nouveau, c'est que Ineos et Jim Ratcliffe auraient mandaté une banque pour à la recherche d'investisseurs, qui a un prix qui a été évoqué, et qu'il y aurait déjà, non peut-être pas des discussions formelles, mais en tout cas des candidats au rachat. Donc ça a l'air d'avancer vers une vente, même si on sait que ces processus peuvent être très très longs. On va dire que c'est ça la nouveauté. Le fait d'avoir mandaté une banque, ben voilà, on sait que Ineos veut officiellement se débarrasser de notre club, pas à n'importe quel prix, 250 millions annoncés. Alors on sait qu'en début de négociation, on a l'habitude d'annoncer des tarifs délirants. On souhaite évidemment à Ineos de rentrer dans ses frais, mais considérant la santé du football français actuellement, et la plus-value incertaine que Ineos a apporté à notre club, en tout cas sa visibilité, je suis pas convaincu que tu arrives à faire x2 ou x2,5 sur ton investissement de départ. Mais bon, après, moi, je suis pauvre et je suis salarié, donc j'y comprends pas grand-chose hein, à ces montants et à ces jeux de personnes riches. Jérémy, bah, déjà sur le fait qu'on a l'impression qu'il y a une démarche supplémentaire qui a été entreprise par nos propriétaires pour se débarrasser de nous. Comment est-ce que tu l'accueilles? Et ensuite, après, on n'a pas le détail des différents profils des acteurs qui pourraient être intéressés. Il y a l'Arabie Saoudite qui a été évoquée. Alors en début de saison, on évoquait plutôt une initiative privée d'un prince saoudien. Là, on parle carrément du PIF, donc du fonds d'investissement d'État qui possède déjà Newcastle. Donc on passerait d'être un club satellite de Manchester à Newcastle. Ouais, il y a une petite plus-value si jamais tu lis le classement de Première Ligue. Et puis bon, globalement, je pense que le PIF est un investisseur un peu plus sérieux. Ça soulève d'autres problèmes d'ordre moral après, bien entendu. Voilà, sur globalement, parce que finalement, c'est assez nébuleux pour l'instant et c'est jamais qu'une confirmation de bruit qu'on avait pu entendre depuis plusieurs mois. Mais voilà, si on se décide aujourd'hui de dire les premiers mots sur sur un éventuel après Ineos, quels sont tes espoirs et quelles sont tes craintes à ce sujet? Alors, moi, je suis quand même dans un premier point, je suis quand même plutôt pour le fait que Ineos vende le club. Je Oui. pense qu'on a atteint carrément, c'est même plus qu'une fin de cycle avec eux, je pense. Est-ce que le cycle a Voilà, commencé? Moi, c'est ça la voilà, question c'est aussi. ça, c'est ça, c'est ça la Est-ce question. qu'après 5 ans, on peut se dire: «Bon, si ça n'a pas pris, arrêtons là», peut-être quand Ah, même? ça fait que 5 ans. Moi, pour moi, j'ai l'impression que c'est le double, mais non, Non, c'est non, non, mais 2019, ça va faire 6 ans au mois d'août. Tu as ah raison, ouais. effectivement. Mais ouais, non, bah, alors, sur Ineos déjà, alors il faut quand même aussi prendre du recul. Je les remercie pour certaines choses, on va dire. Il y a l'aspect financier, bien sûr, qui nous ont garanti quand même de passer devant la DNCG, toutes ces choses-là chaque année. Donc ça, c'est Merci sûr de qu'on avait merci quand de ne même, pas être Gérard Lopez, voilà, c'est à peu près tout ce que je peux on avait leur quand même un leur investisseur, reconnaître. on avait quand même un investisseur, assez sérieux, enfin, sérieux quand même de ce point de vue-là. Mmh. Après moi, par contre, c'est sûr que quand ils sont arrivés, ils ont dit: «Oui, on va pas faire des investissements, démesurés», tout ça. Bon, après, il y a quand même un peu un juste milieu. Je m'attendais quand même à beaucoup mieux, d'un point de vue déjà en termes d'investissement pur, on va Ils ont dire. quand même Après dit je qu'ils voulaient jouer la Ligue des mmh, Champions, et on va peut-être y arriver la voilà. saison où ils se Oui, ils cassent, sont ils hein. sont pas trop là, ouais, mais bon. Donc du coup, enfin pour moi, leur passage quand même est un échec, Mmh. sportivement, et surtout que moi, ce qui
qui me déçoit énormément, c'est d'un point de vue management. Je m'attendais quand même à ce que ce soit beaucoup mieux géré que ça. Ça a quand même été une collection de choses mal gérées, Mmh. que ce soit d'un point de vue management du club, d'un point de vue média aussi, c'est catastrophique. Je sais pas, chaque année on a eu des sorties dans les médias, mais genre c'est lunaire quoi. Encore la dernière qu'il y a eu il y a pas si longtemps, pile à chaque fois au mauvais moment. Ah là, tu Ils veux une qualif en Ligue des voilà. Champions, tu as une question Non, de mais rachat, enfin. à chaque fois qu'on a une échéance importante, ils sortent un truc dans la presse comme ça. Enfin, je veux dire, le rachat de Chelsea 2-3 jours avant la finale de Coupe de France et tout. Mais enfin, c'est pas possible de faire des choses pareilles pour moi. Donc voilà, je suis quand même assez déçu enfin, je suis même très déçu par leur passage chez nous. Alors certes, oui, on s'est souvent qualifié pour des coupes d'Europe, mais il y a aussi beaucoup de saisons où on a été genre neuvième, hein. Donc voilà, Mmh. c'est pas non plus, c'est quand même globalement décevant. Et je pense que de toute façon, on atteint un point où eux n'ont plus vraiment envie d'investir chez nous et nous, on n'a pas forcément envie qu'ils restent. Donc je pense que voilà, merci pour les bonnes choses en tout cas quand même. Ça n'a pas été non plus catastrophique, même si c'était très décevant. Je pense que voilà, ils ont envie d'aller se concentrer sur Manchester United, bah, c'est leur choix. Ils font ce qu'ils veulent, hein, c'est leur choix. Mais en tout cas, voilà, je pense que un rachat, bon, ça va dépendre de qui nous rachète aussi, mais je pense qu'un rachat est une bonne chose. Ça, je le maintiens depuis le début de la saison. On va voir qui sera positionné sur le rachat pour donner un avis. Mais je pense que c'est une bonne chose pour nous en espérant vraiment cette fois avoir un investisseur, un actionnaire qui soit là pour vraiment faire grandir le club et pas en disant ah on fait des transferts à 10 millions maximum, tu vois, 10-15 millions. Donc Après, tu bon, peux faire à 10-15 millions maximum, mais ne pas recruter Miziane et Nsoki avec ces c'est montants-là. Tu en as qui bossent, t'en as qui bossent très bien avec ce montant-là. Et les dernières saisons nous ont montré d'ailleurs que c'est souvent sur ces sommes-là, voire même inférieures, c'est vrai. nos meilleurs coups. Hein. Mais bon, je comprends ce que tu veux dire. Après, je parlais de questions morales sur le PIF. Bon, les droits de l'homme, c'est un peu surcoté. Mm. Je pense que beaucoup de gens sont prêts à les prostituer, ça et plein d'autres choses quand il s'agit de faire gagner leur club de foot. Je me lancerai pas dans ce débat aujourd'hui. Je me contente d'allumer la mèche et de dire qu'on n'en débat pas. Mais bon, mais enfin, par exemple, sur l'Arabie Saoudite, et c'est pas parce qu'ils sont saoudiens, je vous vois venir aussi, c'est juste parce que c'est la seule identité d'acheteur qui a été évoquée jusque-là. Il y a la question de rester dans une galaxie, dans du multi-ownership aussi, qui, moi, me pose un problème moral en tant qu'amateur de foot, surtout quand en plus t'es pas le haut de la pyramide. On l'a vu ce que ça pouvait poser comme problème avec Ineos déjà. Nos amis de Lausanne pourraient en dire encore autre chose, je pense. Mais voilà, c'est aussi te dire, quel modèle de club on a envie d'avoir pour nous et quel va être leur investissement et le traitement. Tu as des réussites comme Strasbourg pour l'instant cette saison avec Bluco et tu as aussi de très très mauvais exemples comme Troyes avec le City Group voilà en France ces dernières années. Donc le PIF c'est bien sur le papier parce que l'Arabie Saoudite beaucoup d'argent et jusque-là ça a été plutôt bien géré à Newcastle, j'ai l'impression, mais Ouais, c'est ce que tu j'allais sais dire. pas, voilà, Newcastle, c'est quand même géré, hein. Mm. voilà, tu sais pas trop ce que ça voudrait dire pour un club intermédiaire. Et après, sur le reste, il y a forcément un fonds d'investissement américain ou d'une autre nationalité occidentale. Je pense qu'il sera dans le deal parce qu'ils le sont dans absolument tous les projets de rachat des dernières années. Et fonds d'investissement, il y a également à boire et à manger. Hein. Il y a du très très dangereux qui coule des clubs et il y a des projets assez valorisants et qui fonctionnent bien aussi. Mais bon, ça serait peut-être un peu moins rassurant de prime abord que le PIF et l'Arabie Saoudite. J'entends aussi tout à fait cet argument. Puis bon, est-ce que moralement, un fonds d'investissement américain, c'est également très valorisant? Je sais pas, je commence à être difficile là, peut-être aussi. Bon, si on doit trouver un milliardaire niçois qui parle la langue et qui a bâti sa richesse sur quelque chose de vertueux, je pense qu'on peut chercher pendant très longtemps. Mais bon, Mm. Mm. voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est de dire Ineos qui pareil n'est pas parfait, mais c'est toujours la peur de perdre. Enfin, on sait ce qu'on a, on sait pas après ce qu'on peut retrouver. Ça sera probablement un feuilleton à suivre dans les prochaines semaines pour notre club. Évidemment, la Coupe d'Europe, ça nous permettrait aussi de rentrer pas mal d'argent, d'envisager de pas perdre tous les bijoux de famille au mercato. Et s'il y a un achat qui se prévoit bientôt,
On sait que ça prend longtemps et que ça serait probablement pas pour investir dès ce mercato, mais on n'aurait peut-être pas la même crainte sur nos finances et sur nos possibilités d'être ambitieux dans les prochaines années dans un football français qui va le devenir de plus en plus malgré la baisse des droits télé, mais avec l'arrivée de nouveaux acteurs. On pense à la montée du PFC notamment qui s'est acté ce week-end et qui viendra peut-être titiller les places européennes la saison prochaine. On verra tout ça, on verra qui meurt devant la DNCG, pas nous a priori, et ça c'est déjà positif. Et puis on parlera dans les 2 dernières émissions de la saison de tout ça. Comme le disait Jérémy, déjà concentrons-nous sur le terrain et sur nous-mêmes. Le reste, on aura tout le temps de broder à ce sujet. Merci beaucoup d'avoir passé cette émission avec nous. On se retrouve le week-end prochain pour le débrief de ce match face à Rennes. On espère continuer la série de victoires et pouvoir se payer un dernier match à la maison de tous les possibles. D'ici là, portez-vous bien et Issa Nissa. Issa Nissa.